Imaginons que dans une forêt, vous ramassiez une branche morte qui vient de tomber d'un arbre. Vous la ramenez chez vous et vous décidez d'en faire une canne. Vous en limez les aspérités, vous la sculptez au couteau et réalisez toute une série de cannelures. Personne ne contestera que cette canne vous appartient. Cette canne résulte de votre travail. Vous avez imprimé quelque chose de vous-même dans ce morceau de bois qui n'appartenait à personne. Telle est, selon John Locke, l'origine du droit de propriété. En 1690, John Locke publie son second traité du gouvernement civil. John Locke est en quelque sorte le père du libéralisme politique. Dans ce traité, il entend expliquer d'où procède la légitimité d'un gouvernement. La réponse est la suivante. Un gouvernement est légitime s'il protège la propriété des membres de la société. Mais cela entraîne une question préalable. Qu'est-ce qui justifie la propriété? Au fond, qu'est-ce qui permet à un homme d'affirmer qu'il possède un lien privilégié et même exclusif avec une chose qui existe sur Terre? À quel titre a-t-il raison de défendre ce droit contre d'autres hommes qui la contestent? Telle est la question fondatrice du libéralisme. La Terre et toutes les créatures inférieures forment un bien commun aux hommes, dit John Locke. D'où la question, vu que la nature est commune, à quel titre un homme peut-il posséder un bien en propre? Comment justifier que certaines parties de cette nature aient pu faire l'objet d'une appropriation privée? La réponse de Locke est la suivante. Le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains, nous pouvons le dire, sont son bien propre. Tout ce qu'il a tiré de l'état de nature, par sa peine et son industrie, appartient à lui seul. Car cette peine et cette industrie étant sa peine et son industrie propres et seules, personne ne saurait avoir droit sur ce qui a été acquis par cette peine et cette industrie. Surtout s'il en reste aux autres d'aussi bonnes et d'aussi semblables choses communes. Décomposons la démonstration. D'abord, dit Locke, chaque homme possède sur sa propre personne un droit particulier qui ne peut faire l'objet d'aucune prétention de qui que ce soit. Chacun, pour ainsi dire, se possède soi-même. C'est l'argument de la self-ownership, ou propriété de soi-même. Cette propriété de soi-même se transmet, déteint sur la matière qu'il prélève de la nature et qu'il travaille. Celui qui travaille la matière opère un changement de nature de cette dernière. Il l'individualise, lui donne une destination, la transforme par son travail. Il lui ajoute quelque chose de plus que la nature n'y a pas mis. Il imprime sa personnalité sur la chose qu'il travaille. De commune, cette chose devient privée. Tel est le fondement du droit de propriété. C'est le travail qui crée la majeure partie de la valeur. D'ailleurs, si l'on devait faire le compte entre ce qui appartient respectivement à la nature et ce qui appartient au travail, on verrait, dit Locke, que 90% des richesses découlent du travail. La meilleure preuve, ce sont les Américains. Locke désigne ici les peuplades indiennes vivant sur le territoire américain à son époque. Ces Indiens sont extrêmement riches en terre. Ils en possèdent une quantité quasi infinie, beaucoup plus qu'ils ne pourront jamais cultiver, mais pourtant, ils sont très pauvres en comparaison des colons. Un roi en Amérique qui possède de larges terres est plus mal nourri, logé et vêtu qu'un ouvrier anglais travaillant à la journée. A-t-on besoin du consentement du reste de l'humanité pour procéder à cette appropriation? Non, dit Locke. Si c'était le cas, nous serions déjà tous morts de faim et de soif. Cela dit, ce droit d'appropriation est soumis à des bornes. L'une d'entre elles, c'est qu'il ne faut pas gâcher les ressources naturelles. La raison nous dit comment régler cette appropriation sur le bon usage qu'on en fait. Ce sont les besoins naturels de l'individu qui limitent l'appropriation du bien périssable qui s'y détériore avant d'être intégralement consommé. Si je prends plus de fruits que ce que je peux consommer, moi et ma famille, et qu'ils pourrissent, alors que d'autres meurent de faim, j'aurai détourné de ces fruits de leur destination naturelle. J'aurai pris ce qui appartient aux autres. Ceci étant, c'est ce qui différencie ici Locke et Aristote, c'est que Locke ne considère pas qu'une propriété dont les richesses excèdent les besoins naturels de son propriétaire soit en soi illégitime. C'est seulement lorsqu'il y a gâchis des ressources que cette appropriation est illégitime. Ainsi, si une quantité de biens périssables qui ne peut être consommée par son possesseur était échangée contre une autre sorte de bien périssable qui ne peut être consommée, cette appropriation reste illégitime. Si j'échange une tonne de fruits contre 100 kg de viande, je ne pourrai les consommer sauf à disposer d'un immense surgélateur, ce qui n'était pas encore le cas au XVIIIe siècle. Par contre, si j'échange cette tonne de fruits contre la monnaie, je diffère de la consommation de la chose échangée. Celui qui me l'achète pourra sans doute écouler cette marchandise au prix d'un grand nombre de personnes et dans les délais requis. Je garde la monnaie avec laquelle je peux acheter, par exemple, de la viande au fur et à mesure de mes besoins. Nul gaspillage ici, je ne fais de tort à personne. Comme le dit Locke, l'excès d'une propriété ne consiste en point dans l'étendue d'une possession, mais dans la nourriture et l'inutilité des fruits qui en proviennent. Les besoins naturels s'estiment non en référence aux producteurs individuels, mais eu égard aux besoins sociaux. Si la société consomme tout ce qu'elle a produit, il n'y aura jamais excès ou gâchis.
Une autre borne à l'appropriation, c'est qu'elle est permise à condition que dans la nature, il en reste toujours d'assez et d'aussi bonne qualité du bien approprié. Le problème, c'est que 300 ans plus tard, nous vivons sur une planète de 8 milliards d'habitants et que leurs espaces vierges, susceptibles d'appropriation, sont devenus quasiment inexistants. Comment dès lors faire respecter la clause lockéenne qui énonce qu'il faut enough and as good for others, assez et d'aussi bonne qualité pour les autres? Des auteurs libéraux soutiennent parfois que ceci justifie d'une part l'existence d'un revenu minimal d'existence et d'autre part l'existence d'un impôt cadastral. Un revenu pour celui qui n'a rien à s'approprier, un impôt pour celui qui est la propriété de quelque chose mais qui doit dédommager celui qui n'a rien.